Voilà. Alors, on va étudier aujourd'hui ce qui est en jeu dans la paracha de Nassau. Si on examine la paracha de Nassau globalement, elle donne son nom parce qu'il s'agit de compter. Et derrière cette notion de compte, en fait, qui couvre tout le Sefer Bamidbar, il y a l'idée de l'organisation du camp. L'organisation du Machane Israël, j'allais dire de façon plus essentielle, la paracha de Nassau particulièrement, elle est concentrée sur l'organisation politique du camp, avec sa dimension de Gdusha. Et d'ailleurs, si on observe la paracha de Nassau, on va le faire un petit peu, il y a des intrus. Parce qu'il y a des opérations de recensement, et puis au milieu, il y a des choses qui n'ont véritablement rien à voir. Au milieu, alors, bon, je vais y arriver. Birkat Kohanim, c'est très pertinent parce qu'on l'attend dans Parashat, dans Sefer Vayikra. D'ailleurs, les Chazal nous disent que quand il y a eu l'innovation de Mishkan, Parashat Shmini, que là, c'est marqué Moshe et Aaron ont béni le peuple, ils disent que la Birkat Kohanim, elle commence là-bas. Alors, pourquoi ne pas l'avoir placée là-bas? Il y a quelque chose d'un peu plus compliqué qui est véritablement un intrus, c'est ce qu'on appelle le Hacham Gzela. Le Hacham Gzela. Je veux bien sur quoi, lorsqu'il dit depuis quand, c'est-à-dire quoi? La Mishnah dit, mais matin, la première phrase de la Mishnah, c'est mais matin, parce qu'il est à partir de temps, on fait Machivava. Sous-entendu, on doit faire Machivava. Où est-ce que c'est au là, on doit faire Machivava? La même question, elle dit dans Pérec. C'est quoi? Mais matin, Pérec, Pasouké. Voilà, c'est la même question. Où est-ce que Michel, avant de me dire. וידבר השם אל משה לאמור, דבר עם ישראל איש ואישה כי יעשו מכל חטאות האדם למול מעל בשם והשמע הנפש האי. S'ils ont trahi Hachem, en fait, comment on le voit parce qu'on voit ce qu'ils vont faire, ils devront reconnaître leur faute. Veshiv et Hachamo Berosho, il devra rembourser son débit. Donc la faute, c'est qu'il a volé. Il a volé, il a pris ou il a emprunté, il a nié le remboursement. Et pourquoi? C'est pas simplement dans le cas de Mishpatim où on dit t'as volé, tu rembourses, c'est tout. Et là, il y a un korban amené parce qu'il a volé en jurant. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation, comme certaines situations de la Torah, où on est mechayev soua, comme s'il y a par exemple Edechad, ou s'il y a Modé Bemiktsat, il y a un certain nombre de situations où on est chayav soua. Alors il a juré. Il a juré pour couvrir son faute. Et maintenant, il doit, s'il a pris conscience de sa faute, il doit, avant de faire quoi que ce soit, il doit rembourser le Shivet Hacham. Le Shivet Hacham Berosho, en premier, il rembourse ce qu'il a pris. Le Hamishito, il doit rajouter un cinquième. En fait, on est un cinquième, c'est une cinquième par un écart. L'écart qui fait la cinquième part. Le Hamishito Yotzevanav, Jonathan Lachachano, il donne à personne. Et après seulement, il pourra apporter le korban. Le problème, c'est que Hacham Zela, on l'a déjà vu. Dans le Pérec de Vayikra, on en parle déjà. Pourquoi la Torah le répète? À cause de ce tout petit point de détail. Les Ish Goel, les Hashiv Hacham Ela,
Et s'il n'y a pas de personne à qui rendre, c'est-à-dire que la victime est morte, et il n'y a pas d'héritier, Hacham Amouchav Lachem, il rendra. Il ne peut toujours pas apporter son corban tant qu'il n'a pas rendu le délai. À qui le rend? Au Kohen, qui devient le représentant de cet homme qui est mort sans héritier. Alors là-dessus, la Gemara, elle demande. Il peut l'utiliser. C'est à lui. C'est à lui. Ça appartient à lui. Comment on détermine entre les Kohanim et tous ces. La Gemara demande, mais c'est pas un homme qui n'a pas d'héritier, parce que dans la loi européenne, française et au droit romain, on considère qu'il y a un premier degré, deuxième degré, troisième degré. À partir du moment où on n'a pas trouvé au troisième ou quatrième degré, on arrête la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritier. Du point de vue de la Torah, on n'arrête jamais. Si c'est par exemple pour les carcaotes, etc., qu'il y a un héritier, on veut affilier la parcelle que quelqu'un a reçue avec le Mitzrayim à l'héritier, on va aller chercher jusqu'à Yaakov Avinu. Et on va toujours trouver un héritier. Quand est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir d'héritier? Quand quelqu'un peut ne pas avoir d'héritier. Peut ne pas avoir d'ascendant, il n'a pas de descendant, d'accord? Il n'a pas d'épouse, d'accord? Il n'a pas d'ascendant. Un converti. C'est le seul. Ça s'appelle Gezer la guerre. Et donc là, on comprend que dans Parashat Vaïkra, on nous a parlé du cas général. Dans Parashat Nassau, on Sefer Bamidbar, dans l'organisation du camp, on présente la question de guerre, qui est particulièrement précarisée. Et si on lit l'histoire, elle est vraiment tragique. C'est-à-dire, il a été victime d'une spoliation. Il est mort, il est peut-être mort d'ailleurs des causes de cette spoliation, dans la misère, ou dans la difficulté, ou dans la peine, parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'autre était Khayar sur moi, donc c'est allé au Bédine. Donc ça a pris une certaine extension l'affaire. Et après, au Bédine, devant les Dayanim, l'autre qui est inséré dans le camp, qui est inséré dans le Mahané, il a affirmé, il a juré au nom d'Hachem qu'il n'était pas du tout responsable et que c'était une accusation légitime. Et que l'autre finalement l'a calomnié. C'est terrible. Il est mort sans héritier. Donc dans cette parashat Nassau, il y a la notion de la Kedusha d'être ensemble. C'est là-bas où on dit que le Metzora doit sortir du Mahané. C'est que ceux qui ont écrit certains défauts doivent quitter le Mahané. Il y a l'organisation du camp, il y a le Mahané Shekhinah où les Tamémé doivent aller, et toute une organisation, Vaya Mahané Chakadosh, que le vivre ensemble soit sain avec un thé et sain santé. Là-dedans, la Torah choisit de parler de celui qui n'a pas facilement sa place dans le corps, il vient d'ailleurs, il n'a pas de famille, il n'est pas marié, il est un... C'est lui qui a été volé, donc. Et c'est lui qui a été volé. D'accord. C'est lui qui a été volé. Donc la Torah, elle insiste sur la fragilité. Et donc c'est la somme volée qui va au Kohen. Qui va au Kohen, avec le Chomesh. D'accord. Mais les biens du guerre qui meurt sans descendance, ils sont FKR. Donc on vient se servir, le premier qui vient, il les prend. Ouais. Et là, le produit du vol, là, il n'est pas FKR, il va au Kohen. il va au Kohen. Ouais. Il n'est pas FKR Parce qu'il dépense parce sa que possession. le voleur, il a absolument besoin qu'il y ait une restitution pour pouvoir apporter son corban, parce que tant qu'il n'a pas apporté son corban, il est mort de sa capara. Il a une sorte de touma sur lui. Non, mais on aurait pu imaginer que comme tous les biens du guerre sont FKR, la restitution du vol devient FKR et ne va pas au Kohen. Voilà, et alors là, il n'y aurait pas de tikkun.
Mais si c'est... Ah, le fait que ce soit FKR, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun, c'est-à-dire que bon, un FKR, il va le prendre tout de suite. S'il est FKR, il va le rendre FKR, il va le récupérer. Il n'a même pas à le rendre FKR, il est FKR. Bon, alors il a fait une position. Et donc ça serait complètement invisible. Donc la Torah ne peut pas. La Torah ne peut pas parce qu'en plus, s'il n'y avait pas eu une joie, les choses se seraient déroulées autrement. Effectivement, la chose, elle aurait... Mais là, comme c'est allé au Beddin et qu'il a juré, il y a une notoriété de cette affaire. Et donc la Torah choisit ça, et à travers ça, elle nous explique la fonction du Kohen. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi au Kohen? Pour nous, dans notre tête à nous, le Kohen, c'est le personnage le plus lointain du guerre. Parce que les Kohanim se marient pas avec les guérim. Les Kohanim, c'est l'aristocratie, on va dire, d'Israël. Et le guerre, c'est l'immigré. Et la Torah est en train de nous dire non, le Kohen c'est celui qui est le plus proche. Quel est le point commun qu'il y a entre le Kohen et le guerre? Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre. Ani nachalatam, dit Hachem, le Kohen représente en fait, dans la présence dans le camp, il représente le frère, par excellence. C'est pour ça que le Kohen, c'est béni du château chez Aaron. C'est la dimension de fraternité qu'il est censé incarner. Il est le ciment d'Israël, on en a déjà parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la mort de Myriam? Il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe à la mort d'Aaron? Il n'y a plus d'Anoné Kavod. Pourquoi il n'y a plus d'Anoné Kavod? Parce qu'Aaron est mort. Quel rapport? Parce qu'Aaron était le ciment. Le ciment de l'unité d'Israël, quand il y a l'unité d'Israël, Akadosh Baruch Hu peut entourer cette unité. Quand cette unité quand le ciment s'en va et que chacun s'isole et se partage en différentes parties dans les deux sens du terme, partie avec un E et partie sans E, et bien il y a une fragmentation qui fragilise et qui fait qu'il n'y a pas les Anoné Kavod. Et donc là, on voit dans toute la paracha que la fonction du Kohen, c'est de rétablir la fraternité dans Israël. Il est le plus proche du guerre. Je ne vois pas tellement, excusez-moi, la proximité dans le fait qu'il récupère le produit du vol. Non, bon, c'est pas... Ah non, c'est pas, ça ne prouve pas en je vois pas en quoi c'est... Ça vient de la fraternité. Ça veut dire. Mais, on va dire que... Il aurait pu la manifester du temps de... Là, il est mort, il récupère le produit du vol, on dit il est proche. Bon. Non, là on nous dit... S'il n'y a personne, celui qui est toujours proche du guerre, c'est le Kohen. Alors, là, qu'est-ce qu'il va faire avec cette question? Il y a l'idée que si vous voulez, que le bien du guerre ne disparaisse pas, que cette affaire ne disparaisse pas. Quelque part, il éternise, il la conserve. Il faut qu'il y ait un endroit où ça se conserve. Mais effectivement, c'est une conséquence. C'est pas comme ça qu'il est le frère de Cohen. C'est parce qu'il y a une proximité fondamentale entre Cohen et chacun, et en particulier le guerre, que ça a du sens que la Torah confie. Et c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que sa position, il la dépense, ou bien est-ce qu'il y a une affectation particulière dans la mesure qui montre la proximité avec la guerre? Non, je n'en sais rien à ce moment-là. Non, je crois pas. Je crois qu'il la dépense. Mais il y a eu ça permet qu'il y ait eu un événement.
Ça permet que, je pense que ça n'a pas de sens si par ailleurs le Kohen ne représente pas cette chose-là. Je donne un autre exemple. Alors, là, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, à sa mort, le Rotseach Shgaga devient des villes de refuge. Je vous ai certainement raconté que dans les polémiques du Moyen-Âge, il y a un des grands penseurs en Espagne, c'est Rabbi Yosef Albo. C'est un Karima, géant. Il est en disputation, vous savez, ils organisaient des disputations, il y avait tous les clercs, il y avait un certain nombre de choses qui étaient interdites. Donc il fallait rester respectueux de ses amis et défendre sa position. C'était une situation, on a, si ça vous intéresse, on a le compte rendu de la disputation de Barcelone avec le Ramban, qui a été traduit en français par les éditions Verdier et qui existe en espagnol. Il y a une trace. Il faudrait que tout le monde le lise. Une trace officielle, extraordinaire. C'est une. Et à la fin, le roi d'Espagne lui donne la bourse. Le roi lui donne la bourse parce qu'il a gagné. Il dit quel talent pour une mauvaise cause. C'est magnifique. Alors, Rabbi Yosef Albo, pareil, il est convoqué dans les mêmes situations où il faut être à la fois pertinent et diplomate. Et alors, parmi les questions qu'on lui pose, on lui dit, vous voyez bien que la Torah, elle n'est pas adaptée. Regardez, prenez cet exemple de Rotseach Shgaga, le meurtrier par erreur, qui a agi involontaire, on va dire. Alors, si il sort à la mort du Kohen, alors si le Kohen meurt dans la semaine qui suit, il reste une semaine, et si le Kohen vit 120 ans, il peut vivre plus longtemps que le condamné par le vol, c'est complètement injuste et ça n'a rien à voir avec sa faute. Et alors là, Rabbi Yosef Albo, avec son famille, mais je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. C'est la mort de sa vie qui fait une capara pour la population. Et là, il leur envoie ce qu'eux disent sur la mort de Jésus, qui a, en mourant et en souffrant, il a pardonné les fondements. Je ne comprends pas, vous ne comprenez pas. Retour à l'envoyeur. Et sur cette question, en fait, de comprendre pourquoi, quand le Kohen meurt, Kohen Gadol meurt, le Rotseach une des explications que j'ai aimées, c'est de dire que, vous savez, on dit, si tu as un mal lancinant quelque part, tape-toi ailleurs, tu fais taire la douleur. L'idée qu'une grande douleur, elle efface la petite. Que le Rotseach Shgaga, il a devant lui, pourquoi il ne peut pas sortir de la ville? Parce qu'il y a le Goël Adam qui est bouleversé par ce qui s'est passé, et s'il le rencontre, il ne va pas supporter que cet homme-là, il vive normalement, et que quelque part, lui, il a perdu son proche, et pour les autres, la vie, elle continue comment? C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est. Et on peut comprendre cette situation. Et alors, certains expliquent, quand le Kohen Gadol c'est une telle douleur qui traverse tout le peuple, que le frère de tous est mort, que la douleur du proche qui a disparu, eh ben, ça arrive. Il y a quelque chose qui s'abaisse et qui l'a accepté. Ça n'a de sens que si ça fonctionne, que si le Kohen Gadol c'est quelqu'un comme Aaron à Kohen, que si effectivement il véhicule ce sentiment intense de la fraternité, et si les Kohanim jouent ce rôle, alors à ce moment-là, oui, ça a du sens. Et à ce moment-là, on comprend qu'à ce moment-là, si le Kohen est un tel frère des autres,
que la voix du guerre est conservée chez le Kohen. Mais si, comme ça s'est passé au Baït Sheni, et même au Baït Rishon, que les Kohanim sont devenus une caste de privilégiés, comme en France le clergé, s'est enrichi énormément, qui était proche de l'Empire romain, qui poussait en fait de leur rôle au Beth Amikdash pour être d'Afka loin du peuple et hautain par rapport à eux, et indifférent à la souffrance du peuple et à la misère, à ce moment-là, effectivement, ça n'a pas de sens. Et c'est terrible, à ce moment-là, les prophètes disent non seulement la fonction des Kohanim n'a pas de sens, mais le Beth Amikdash a de moins en moins de sens, et il est menacé de Khurban. Et on comprend pourquoi c'est dans cette paracha qu'il y a Birkat Kohanim. Parce que la Birkat Kohanim, elle vient véhiculer l'amour d'Hachem pour Israël, dont le vecteur est le Kohen, le Varech et Amo Israël et Ahava. Je tiens toujours à rappeler quelque chose que Baruch Hashem, aujourd'hui il n'y a plus ça, mais je parle de. Il y a des années, j'étais toujours préoccupé par ce fait qu'il y avait des gens, tout le monde a entendu le fait qu'il ne fallait pas observer les Kohanim. Et alors, comme on a entendu qu'il ne fallait pas observer les Kohanim, mais qu'on pouvait même devenir perdre sa vue, etc., les gens tourner le dos. Or, tourner le dos, c'est se moquer. Ouais, tu vois, c'était un leitmotiv. Comment dit le texte? Que Adam a medaber la chavero. Alors, c'est vrai qu'on ne se regarde pas. On ne se regarde pas, on peut regarder le sol, on peut se couvrir le talit, mais on reste face à face. Que Adam a medaber la chavero, comme un homme qui parle à son ami. Et c'est cette dimension d'amitié que les Kohanim ont la responsabilité de faire entendre. Ils sont véhicules la Kedusha de Aaron, le Varech et Amo Israël de Ahava. Vous connaissez toute la halakha, que si le Kohen il est fâché avec quelqu'un dans le Kahal, En Libo Shalem, il ne peut pas être Mevarech. Il ne peut pas être Mevarech. Et donc, comme il y a quand même l'obligation d'être Mevarech, c'est une sorte d'ultimatum qui lui est fait de régler, pas forcément avec l'autre, mais de régler dans son cœur, se débarrasser de cette et c'est des choses dans les situations quotidiennes qui arrivent, surtout dans l'organisation, justement, le Kohen, le Lévi d'Israël, qu'est-ce qui monte, il y a matière à avoir des tensions, des disputes. Le Varech et Amo Israël de Ahava. On a l'organisation du camp, on a l'organisation du camp, on a cette affaire du Gézéler qui est comme un cheveu sur la soupe, qui vient dire quelque chose d'essentiel sur la frontière. On a l'affaire du Nazir, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Israël et qui veut vivre une sorte de Kedusha qui ressemble à celle des Kohanim. On a, avec toute la problématique qui doit apporter un korban khatat parce qu'il se prive. Et parfois on a besoin de se priver, mais il se prive et ce n'est pas le chemin idéal. On a l'affaire d'Assotin, où le Kohen aussi joue un rôle essentiel. Finalement, de quoi ils sont créés? Finalement, c'est leur affaire à deux. Il y a un coup où il y a un soupçon de jalousie et de méfiance qui s'installe dans le couple. C'est leur problème. C'est leur problème avec leurs femmes qui vivent ensemble. Qu'est-ce qu'ils viennent. Alors c'est tragique parce que
ils ne viennent ensemble que parce que finalement, il y a une jalousie qui s'est installée. Dans le texte, c'est une jalousie qui n'est pas une jalousie fantasmée, sans laquelle la parashat Sota ne commence pas. C'est une jalousie qui est construite sur quelque chose de réel. Il y a quelqu'un qui a été très proche de son épouse et il lui a dit je ne voudrais pas que tu le fréquentes, et non seulement elle le fréquente mais elle s'isole avec lui. Il y a des témoins qu'elle s'isole avec lui et lui il a du point de vue d'Alaha, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire des phrases comme ça, je t'interdis de t'isoler avec un père, si jamais elle le fait, tu crées un sourd ensuite de vivre avec cette femme, que tu peux délivrer comme ça comme il peut le délivrer, ne joue pas à ça. Et là, cette femme, elle a joué à ça. Et si elle n'a pas fauté, pourquoi elle a joué à ça? Alors si elle a fauté, elle a joué à ça, elle joue le jeu d'Assouma parce qu'elle n'y croit pas. C'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité où finalement elle voit les eaux amères et elle sort intacte, intègre. Non. Pourquoi elle a joué à cela? Elle a joué à cela parce qu'elle a voulu ramener la jalousie de son mari, aussi maladroitement soit-il. Et il y avait une crise en couple, en fait. Et donc le Cohen aurait investi du rôle de régler cette crise de confiance qui s'est installée dans le rôle. On voit bien que son rôle, c'est véritablement un rôle d'accompagner. Au point même qu'il va aller jusqu'à effacer le nom d'Hachem, qui n'est rien sur Torah. Effacer le nom d'Hachem. Là, les Chazal disent quelque chose que j'aime bien répéter. Elle dit, mais c'est scandaleux, on efface le nom d'Hachem. Et à 15 jours, on dit, je préfère que le nom d'Hachem qui est sur le papier soit effacé, que mon nom qui est inscrit dans le livre de l'homme et dans le livre de la femme soit séparé. C'est un grand enseignement. Il y a quelque chose de c'est aussi de là qu'on apprend que le shalom est doté beaucoup de choses. C'est aussi là qu'on apprend chacun de notre façon que à quel point on préfère qu'on sauve le nom d'Hachem, c'est-à-dire la présence d'Hachem qui est parmi les vivants, plutôt que celle qui est dans un papier. Et là-dessus, évidemment, c'est le Cohen qui est chargé. Et en fait, le Cohen, tout son boulot dans l'affaire de la Sota, c'est de dissuader. C'est de dissuader. En fait, il nous propose tout le temps de dire, bon écoute, ne mène pas jusqu'au bout. On ne peut pas te condamner parce qu'il n'y a pas de preuve. C'est pas à cause de vous condamner. Vous vous séparez, mais ne va pas jusqu'au bout de la procédure. Et il est là pour vous dire, écoute, ça peut être même vexant de ne pas mener la procédure de son œuvre. Il vaut mieux vivre que de chercher à aller jusqu'au bout et si vraiment ça fait bien, non seulement tu vas mourir, mais l'offense elle aura lieu, tu n'as rien à gagner. Et donc le Cohen, c'est celui qui à la fois essaie de régler la question du fond et à la fois rappelle l'importance de la vie humaine. Et il joue ce rôle jusqu'au bout. Je finirai parce que j'étais impressionné hier. J'ai participé à l'Arch Nasat Kala, Arch Nasat Sefer Torah. Il y avait un Sefer Torah qui rentrait à la mémoire des soldats, entre autres de Roni Gamizad, donc. Et alors, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait énormément de monde, que la Tarboura Tzibourite elle a été modifiée, et qu'il y avait la présence du maire. Et je dis ça.
il y a une Mishnah qui nous parle de l'ordre de la Kedusha des objets. On en a déjà parlé une fois. Pourquoi c'est important? Parce que si tu as vendu un objet Kadosh, l'argent est Kadosh. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu n'as pas le droit d'acheter un objet à la même valeur de Kedusha. Tu dois acheter un objet qui est plus Kadosh, qui m'aligne ma Kodesh. Justement, à l'Alliance, il y avait un élève qui m'a dit, écoutez, moi, mon grand-père, il m'a offert un Sefer Torah, des tefilines pour ma bar mitzvah. Et puis mon papa, il m'avait acheté des tefilines pour ma bar mitzvah. Et puis un tonton Rabat qui m'a acheté des tefilines pour ma bar mitzvah. Finalement, j'ai 4 paires de tefilines. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui est intéressé par les tefilines ou qui a une bouquette dans le cou. Mais il y a quelqu'un qui est intéressé par acheter des tefilines. Alors je lui ai dit, ouais, je peux trouver quelqu'un peut-être qui a besoin de tefilines. Mais sache que l'argent que tu recevras, tu ne peux pas t'acheter le PlayStation. Tu ne peux acheter que quelque chose de plus kadosh. Or déjà les tefilines c'est très en haut. Ce qui est plus kadosh, c'est un Sefer Torah. C'est le sommet du Sefer Torah. C'est le sommet, oui. Donc si tu vends un Sefer Torah, tu les conseilles. Ah, très très bonne question. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Oui, si jamais. Et si, alors c'est toute une soulière, on la fera sur le qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a même le droit de vendre un Sefer Torah vieux, qui est encore lisible mais qui est vieux, pour acheter un Sefer Torah. Agma, elle dit, d'un côté, on ne peut pas, parce qu'il faut monter. Et d'un autre côté, mais peut-être que le digne de monter, c'est quand on n'est pas au sommet, mais quand on est au sommet, on n'a pas besoin de monter. Ouais. Alors, c'est tout un développement. Je reviens à la question chaque fois. Alors, la Mishnah est grande. Béné Aïr chez Mahou Rechova chez Ir. Ils ont vendu la place centrale de la ville. Elle a de la Kedusha. C'est pour ça que je parle de la Kedusha. Parce que c'était, dit l'Agma, c'était l'endroit où on se réunissait. C'était l'endroit où on se réunissait pour les Mahamadot quand il y avait pas de pluie, quand on faisait des taniotes pour obtenir la pluie ou une catastrophe, on se réunissait, il y avait un endroit où on se réunissait. Donc, le Rechov Haïr, il a une Kedusha qui est la plus basse. Et alors, techniquement, aujourd'hui, ça n'existe que si vraiment il y a un endroit dédicacé pour ça. Alors il a une certaine Kedusha. Mais tel que la Mishnah est contenue, elle veut nous dire que la Kedusha, parce qu'après il vient la Kedusha du Beth HaKnesset, la Kedusha de la Teva, la Kedusha qui entoure le Sefer Torah, la Kedusha du Sefer Torah, la Kedusha des Sfarim HaKadoshim, la Kedusha du Sefer Torah. La Mishnah, elle vient nous dire que la première étape de Kedusha, c'est la ville. La ville. Ah oui. Elle veut nous dire qu'il y a la question de la vie qui représente l'être ensemble, qui est la base. En termes de Kedusha, c'est la Kedusha la plus faible, mais c'est la Kedusha la plus fondamentale. La Kedusha commence avec est-ce que dans notre vie ensemble, il y a de la place pour la Kedusha. Et avant de parler du Beth HaKnesset, on parle de l'endroit où on se réunit, où on est en difficulté et où on se tourne ensemble vers Hachem. Et c'est sur cette base qu'ensuite il y a la Kedusha du Beth HaKnesset, puis la Kedusha de la Teva. Alors, non, techniquement, la Kedusha de la ville, la place de la ville, la valeur immobilière énorme. Avec l'argent, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as un Beth HaKnesset. Le Beth HaKnesset, tu le vends, c'est aussi une valeur immobilière énorme. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu achètes une Teva. Mais le Beth HaKnesset, il vaut 10 millions. Hein. Combien tu achètes une Teva? Et où tu vas le mettre? Où tu vas la mettre?
Ouais, on suppose que tu as. Mais on te laisse pas faire un niveau et on ne se préoccupe pas du fait que financièrement ça ne colle pas. C'est pas Teva, le cri Pachon. Alors, la Teva, tu as vendu la Teva, c'est-à-dire il y a deux explications sur la Teva. Soit c'est l'endroit où on pose le Sefer Torah, soit c'est le coffre qui contient la Torah. Le cri Pachon, ce qui est plus kadosh que le meuble en fait qui porte le Sefer Torah, c'est les mitpachot, c'est-à-dire les manteaux du Sefer Torah. Qu'est-ce qui est plus kadosh que les mitpachot parce qu'ils sont très proches? Sfarim. Sfarim, et Sifrei Kodesh. Et ce qui est plus kadosh que tout, c'est le Sefer Torah. Quand l'objet le plus kadosh, c'est se faire Torah. Aval, imachu Torah, le ichou sfarim, sfarim le ichou pachot, pachot le ichou teva, teva le ichou bet hakneset le ichou et vechem bemotarehem. Non seulement l'argent, mais même tout ce qui reste de cet argent est kadosh. Déjà, cette idée d'argent qui est kadosh, c'est aussi une idée révolutionnaire. Puisque dans une conception de manière un petit peu chrétienne, l'argent c'est impur. L'argent n'est pas impur. L'argent c'est servir à la doucha. Il peut être pour l'auteur de la doucha et à ce moment-là, tu as respecté la doucha. Et il a une vocation, il t'amène à aller plus haut. Voilà donc cette Gemara Parashat Naso sur l'organisation du Mahané du vivre ensemble et cet enseignement sur le vivre ensemble qui se traduit dans le Mishnah avec la Kedusha de la ville, la Kedusha de la synagogue, la Kedusha des objets qui sont à l'intérieur et qui nous met au sommet la Kedusha du Sefer Torah. Il y a un truc qui est plus kadosh, c'est l'ilmod Torah Velissa Isha. Étudier la Torah, c'est plus kadosh qu'un Sefer Torah. Et ça, j'allais dire que c'est le viatique du peuple juif, qui donne à l'étude plus d'importance qu'aux objets, c'est seulement des supports d'étude. Et l'autre grande bouchin, c'est permettre un mariage, on parle d'orphelin, qui ne vont pas se marier. Le mariage et le Sefer Torah, ce sont les deux véhicules de la Kedusha qui rentrent dans la vie d'Israël. Donc il y a une réponse à la vente du Sefer